C'est parti pour Politique Matin. Olivier Taoumi, bonjour. Bonjour Herman, bonjour à tous les auditeurs. Alors, on vous connaît en Guyane sur le terrain économique, le terrain juridique, mais quel mouche vous a piqué pour vous présenter sur cette première circonscription de Guyane ? Parce que le contexte l'exige, parce que la dissolution un peu capricieuse de monsieur Macron et qui est totalement irréfléchie, va plonger le pays dans une situation extrêmement compliquée. Et comme l'Assemblée nationale qui va sortir de cette élection ne pourra pas être dissoute pendant 12 mois, il va y avoir vraiment une grosse bagarre juridique et politique au sein de l'Assemblée nationale. Donc il faut quelqu'un qui soit armé juridiquement pour pouvoir comprendre ce qui va se passer, bien maîtriser la Constitution. Vous savez, j'ai enseigné le droit constitutionnel et le droit administratif pendant 20 ans. J'étais magistrat administratif pendant 20 ans. J'aurais deux questions à vous poser alors sur le contexte constitutionnel du moment. Tiens. Voilà, président de tribunal administratif. Donc je maîtrise cette question. Alors, pourquoi le RN, LR ? Parce que vous auriez pu vous représenter sur une autre étiquette. Peut-être que vous avez été approché même par d'autres partis locaux, d'autres représentations locales. Parce que ce qui va sortir de cette élection, ça va être la bipolarisation de la vie politique française. Les petits partis, malheureusement, pendant cette période-là. Et je suis très attaché à la démocratie. Vous savez que j'ai fait un recours pour prolonger la durée de la campagne électorale pour tout le monde, que tout le monde puisse bénéficier. Donc je suis extrêmement attaché à la démocratie. Mais là, malheureusement, ça va être la bipolarisation. Donc comme je ne peux pas accepter que la gauche et l'extrême gauche contrôlent le pays parce que ce ne sont pas mes valeurs, et en plus là ils sont en train de se déchirer comme des fous parce qu'ils ont il y a la guerre des chefs et tout le monde veut être calife à la place du calife. Donc j'ai rejoint, d'ailleurs j'y étais puisque je suis encarté au Parti républicain depuis 2016, donc je suis resté dans ma famille. Simplement il se trouve qu'à la tête de ma famille politique il y a eu un choix historique de dire on s'allie parce que là, il faut sauver la France et on s'allie avec tous ceux qui sont en capacité de sauver la France, donc le RN. Selon vous, le fait d'adhérer effectivement à cette campagne LR Rassemblement National, c'est une garantie pour vous, si vous êtes élu demain, de porter la voix de la Guyane ? Nous avons déjà commencé à discuter avec ceux qui sont pressentis pour être Premier ministre et ministre. Par exemple, nous avons déjà commencé à discuter du foncier, comment la Guyane peut récupérer l'usufruit de son foncier, parce que vous savez que l'usufruit du foncier, le foncier c'est une question extrêmement idéologique. Donc nous avons déjà commencé à discuter pour récupérer l'usufruit du foncier, à savoir récupérer l'usage du bois et surtout l'oxygène que la forêt dégage, c'est-à-dire les contrats de compensation carbone. Nous avons aussi commencé à discuter avec les futurs ministres pressentis sur l'octroi de mer et sur le pouvoir d'achat pour savoir si on peut, et on nous a dit que c'est tout à fait possible, d'ailleurs moi je le savais, techniquement c'était possible, de décaler la date de perception de l'octroi de mer, non pas à la date où le produit arrive et il est sorti du port, mais à la date où il sort de la caisse du magasin, c'est-à-dire qu'en réalité on attend que le commerçant vende avant de payer, de telle sorte ça va lui éviter de débourser l'octroi de mer a priori. Alors, les thématiques que vous développez, ce sont des thématiques importantes, mais qui sont aussi développées par d'autres candidats. Et le foncier que vous exposiez à l'instant, ça a été le cheval de bataille, j'ai envie de dire, de votre prédécesseur. Qu'est-ce qui ferait que vous, Olivier Taoumi, vous puissiez réussir là où d'autres ont échoué ? Parce que moi, j'ai une position raisonnable, sérieuse. Moi, je ne suis pas jusqu'au boutiste en disant c'est tout ou rien, donnez-moi tout, ou je fais un caprice. Moi, je dis donnez-nous l'usage du sol, la propriété, vous la gardez. Vous savez, des fois, quand vous avez la nue propriété d'un mur, c'est celui qui a l'usufruit qui en profite, c'est pas le nu propriétaire. C'est ça. Donc, laissons la nue propriété à l'État parce qu'il va y avoir aussi un problème de surveillance, de sécurité. Comment voulez-vous que la CTG puisse aller surveiller avec des hélicoptères, avec des soldats, le sol ? Elles ne peuvent pas. En revanche, récupérons l'usufruit. L'or, le pétrole et bien sûr la forêt qui a deux dimensions. Légalement, ça c'est possible. Tout à fait possible. Il suffit d'une loi, on n'a pas besoin de plus. Une loi qui enlève à l'ONF le droit de gérer, d'exploiter la forêt et de le donner à une instance locale qui pourrait être la CTG. En clair, vous êtes en train de nous dire que si demain vous étiez élu député, ces dossiers
pourrait avancer dans les faits? Il vous faudrait quand même le soutien des autres collègues, parce que vous parlez de lois qui sont votées. Les lois, vous ne pouvez pas les voter tout seul. Il faut qu'il y ait un groupe derrière qui vous soutienne. Il faut qu'il y ait une majorité, etc. Dans le contexte là, qui se dessine, vous l'avez dit vous-même, un contexte compliqué, est-ce que vous pensez pouvoir mener à bien ces combats? Est-ce que ce ne sont pas des paroles de campagne? Non, c'est vraiment... Non, on a commencé à en discuter avec les futurs ministres, parce que vous savez, la Ve République, l'Assemblée nationale est très disciplinée. Donc si le gouvernement dit « Ok, l'Assemblée nationale va suivre », et puis même, je dirais, même en opportunité, à qui ça va nuire que la CTG ou une instance territoriale récupère la gestion de la forêt en Guyane? Dites-moi. À qui ça va nuire qu'on sorte de la loi Hulot, dites-moi, ou qu'on récupère l'or saisi sur les orpailleurs illégaux ou le produit de cet or. Donc, ce ne sont pas des... Je ne demande pas un droit de vote différent en Guyane. Je ne demande pas le gel du corps électoral en Guyane, où là, c'est une question idéologique, il y aura une confrontation. Là, ce sont des questions techniques de gestion. Donc, nous sommes déjà en mouvement, Monique Gouard et moi-même, puisque Monique Gouard a des entrées très solides. Oui, tout à fait. Ma remplaçante, elle a des entrées très solides au sein de l'état-major du RN. Moi, j'ai des entrées très solides au sein de l'état-major du LR. Vous savez que j'ai vécu longtemps à Nice, et donc je connais très bien M. Ciotti. Et donc, nous avons déjà commencé, nous, à discuter. Nous, on n'a pas attendu, peut-être, on verra, etc. Nous sommes déjà en mouvement. Ça veut dire que si les Français choisissent de donner la majorité à M. Bardella le 29 juin et le 7 juillet, nous sommes déjà en mouvement pour faire. Alors, vous avez dit, je voudrais savoir si c'est vrai, que si le Rassemblement national n'est pas au pouvoir... Ah, non, voilà, vous avez dit que vous n'allez pas siéger dans l'opposition, c'est ça? Et si vous devez siéger dans l'opposition, vous seriez prêt à démissionner. Ça, vous redites ça et vous le confirmez? Non, je ne sais pas si j'ai dit ça comme ça. J'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit que si je ne suis pas élu, je serai dans l'opposition. Je serai dans une opposition constructive, j'ai dit, et je ne suis pas idiot. Et que s'il y a des bonnes lois votées par l'autre camp en faveur de la Guyane, je voterai avec. D'accord. C'est-à-dire, j'ai dit, je ne serai pas un député godillot. Alors, il ne vous a pas échappé, malgré la poussée du Rassemblement national ces dernières années en Guyane et dans l'outre-mer de manière générale d'ailleurs, que ce parti, selon certains, est un parti facho, raciste, etc. C'est pas un poids pour vous? Écoutez, si vous lisez Le Monde d'hier, il y a eu deux députés, enfin deux candidats remplaçants qui ont tenu des propos antisémites. Ils ont été tout de suite, immédiatement désinvestis. Deuxièmement, regardez les élections européennes. Quel est le parti qui a fait élire 2 Domiens, un Guadeloupéen et un Réunionnais? C'est le RN. Il y avait 0 Domien chez les Verts. 0 Domien au PS de M. Glucksmann, 0 Domien au Parti communiste, 0 de 0. Le seul Domien qui était sur LFI, ça fait 15 ans qu'il est là, donc lui il est attaché à son mandat, d'ailleurs ça serait bien qu'il laisse quelqu'un d'autre à un moment donné quand même, voilà. Et c'est quelqu'un qui s'est toujours présenté sur une liste, qui s'est jamais présenté sur un scrutin majoritaire uninominal, ce qui fait qu'on ne sait pas ce qu'il vaut à lui à titre personnel, et il est accroché à ce poste. C'est le seul chez LFI. Et il s'est mis en 2e position pour être sûr d'être élu, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Mais le seul parti qui a fait élire des Domiens, c'est le RN, c'est pas les autres. Donc vous assumez entièrement, en fait. Moi, aujourd'hui, et ça fait 10 ans que j'observe la vie politique, je n'ai pas entendu un mot antisémite ou raciste dans la bouche de M. Bordella ou de Mme Marine Le Pen. Pas un mot. Donc, si demain on me dit, voilà, ils ont dit ça, j'en tirerai toutes les conséquences. Et j'ai dit aussi que je siégerai dans le groupe des Républicains. Mais on sera dans un groupe d'alliance, on sera dans un gouvernement. Donc je serai très très discipliné pour le vote, sauf évidemment, si ça dérape, si ça dépasse la ligne républicaine. J'ai utilisé cette expression que j'utiliserai et qu'on peut toujours me rappeler, je serai la sentinelle républicaine dans cette majorité. Ça veut dire que vous seriez prêt à vous opposer à votre propre groupe? Si ce n'est pas... S'il y avait des propos ou des décisions ou des positions ou des lois qui sont xénophobes ou qui sont anti-républicaines, je voterai contre et je dirai pourquoi. Retiendra, Olivier Taoumi. Absolument. On viendra vous voir. Vous me connaissez, j'ai toujours fait ce que j'ai dit et j'ai toujours dit ce que j'ai fait. Alors, justement, quand vous dites ce que vous avez fait, là, il y a quelques jours, vous avez déposé un recours au Conseil constitutionnel, on en a parlé même au niveau national. Vous semez le trouble quelque part, parce que vous dites le délai entre le moment où les choses sont officielles
officialisé au niveau de l'État et le jour du vote est trop court, c'est ça ? Oui, et je peux le prouver. Le décret, moi je n'ai pas attaqué le décret de dissolution qui n'est pas attaquable. Le président de la République a le droit de dissoudre. Voilà, pas de souci. Par contre, il y a un autre décret qui a été publié le même jour, le 10 juin, qui s'appelle le décret convocation des électeurs aux élections législatives. Qui dit on va convoquer les électeurs tel jour. Voilà, c'est celui-là que j'ai attaqué. Et celui-là, il a un article 15 qui dit le présent décret sera publié au journal officiel et entrera en vigueur immédiatement. Sera publié, donc il se situe dans le futur. Et entrera en vigueur immédiatement. Donc, quand on manipule à peu près le français, ça veut dire qu'il entrera en vigueur immédiatement quand il sera publié au journal officiel. C'est ça que ça veut dire, ça ne peut pas vouloir dire autre chose. Or, ce décret a été publié au journal officiel du 10 juin. Ça, c'est constant, on a le journal officiel, on a la date. De toute façon... Tout le monde peut le consulter, de toute façon. De toute façon, ça a été annoncé un dimanche soir, donc c'est le journal officiel du lundi 10, le lendemain. Et ça a été annoncé à 22h. Je ne vois pas comment le journal officiel aurait pu sortir avant minuit. Enfin, voilà. Et donc... un enfant de CM2 sait qu'entre le jour 10 et le jour 29, il n'y a que 19 jours, il n'y a pas 20 jours. Nous serions dans un déni de démocratie. On est dans une violation de la Constitution, clairement. Et quelles sont les suites de votre action ? Vous pensez que là, elle peut avoir des suites ou on imagine qu'il y aura collusion entre le pouvoir et la justice, là ? Alors... Très clairement, la violation est là. Quelles conséquences en tirera le Conseil constitutionnel, j'en sais rien. Moi, je pense que plus on s'approche du jour du scrutin, plus les choses de gagner se raréfient. Mais moi, je ne l'ai pas fait uniquement pour dire je suis le meilleur, etc. Je l'ai fait parce que je considère qu'on ne peut pas faire une élection législative dans une période aussi troublée en 19 jours. Ce n'est pas possible. Déjà, pour ouvrir un compte de campagne, c'est la croix et la bannière, il faut 3-4 jours. Et vous ne pouvez pas dépenser tant que vous n'avez pas ouvert un compte de campagne. Ensuite, pour commander des affiches, des t-shirts, etc., il faut 4-5 jours. Regardez, quasiment personne n'a commencé à afficher. Voilà. Donc, personne n'est prêt. Et on est déjà... il ne nous reste plus que 9 jours de campagne. Donc, moi, je l'ai fait pour tout le monde, en disant, il nous faut une semaine de plus pour débattre. Et quand je l'ai fait, je n'étais même pas candidat. Je l'ai fait vraiment comme juriste, démocrate, républicain. En clair, vous dites que le scrutin est un peu faussé, en fait. La campagne, en tout cas, est... Alors, elle n'est pas fausse. Égalitaire. Vous savez, parce que finalement, même au niveau national, c'est la même chose. Ce sont le même délai. Pour un jour de plus. Oui, mais... Un jour de plus, un jour de moins, on respecte la Constitution, on ne respecte pas la Constitution. Donc, vous savez, moi j'ai été longtemps juge des élections, je connais le droit électoral, je crois plutôt bien, quoi. Le juge va dire... Alors, en fait, il y a deux manières de se positionner. Soit le juge constitutionnel réagit en juge constitutionnel. Et là, il va dire le décret est contraire à la Constitution, au revoir, circuler. Je demande au gouvernement de le fixer. Le premier tour au 6 juillet, le deuxième tour au 13 juillet. Il peut le faire, rien ne s'y oppose. Soit il statue en juge des élections, et là, il va regarder en quoi ça peut altérer la sincérité du scrutin. Et dès lors qu'on est quand même tous dans la même situation, parce que tout le monde est dans la même galère, il va dire ça n'a pas altéré la sincérité du scrutin, quand bien même la Constitution, article 12.2, serait violée. Alors, puisque vous êtes sur un terrain que vous maîtrisez, on en profite et on prend 2 minutes de cet entretien pour poser des questions finalement que tout le monde se pose, que toute la Guyane qui nous écoute se pose. On entend parler d'un article 16 depuis quelques jours. D'ailleurs, ça fuite au niveau de la presse nationale. Le président Macron envisagerait, juste après les élections, de poser, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit dans votre jargon, l'article 16 de la Constitution qui lui permet d'avoir tous les pouvoirs. C'est vrai ou pas ? Alors, il peut parfaitement le faire. L'article 16 lui donne effectivement la possibilité de maîtriser tous les pouvoirs. Simplement, l'article 16... Donc, il a l'exécutif, il a tout. Le Parlement se réunit, mais il ne peut rien décider. Et le président de la République décide avec son gouvernement et il agit par voie... Je crois qu'on l'a vécu une fois, ça, sous la 5e République. 61. Avec De Gaulle, c'est ça. Avec De Gaulle, au moment où il y a eu le putsch des généraux à Alger, au moment de la guerre d'Algérie. Ça a duré combien de temps, ça ? Ça a duré 4-5 mois. Oui, parce qu'il ne peut pas le faire pendant 6 ans. Il l'a déclaré en avril et on est sorti en octobre 61 à peu près. Alors, il faut qu'on soit clair. Donc, prenons un cas pratique. Les élections sont passées. 15 jours après, le président voit qu'il a un bloc LR d'un côté, un bloc Front Populaire de l'autre, que c'est compliqué. Il pose son article 16. Oui, mais il faut qu'il respecte les conditions de fond. Et les conditions de fond, il faut que les institutions
la continuité territoriale, l'indépendance de la nation ou le fonctionnement des institutions soit interrompu de manière grave et immédiate. Il y a un risque insurrectionnel. Les conditions sont extrêmement sévères. Alors, moi, je n'ai pas de conseil à donner à M. Macron, mais ça peut être qualifié de coup d'État institutionnel et M. Macron peut, je le dis et je pèse mes mots, M. Macron peut être poursuivi pour haute trahison s'il fait ça. Je le dis et je pèse mes mots. Si M. Macron fait ça et que le Conseil constitutionnel estime 30 jours après, parce que le Conseil constitutionnel statue 30 jours après pour savoir si les conditions étaient réunies et s'il faut prolonger, et que le Conseil constitutionnel dit non, nous n'avions pas les conditions par l'article 16, là, M. Macron aura fait un coup d'État, parce qu'il se sera approprié des pouvoirs qu'il n'a pas le pouvoir de s'approprier, ça sera une dictature de fait qu'il a instituée, et il peut être poursuivi pour haute trahison. Et parmi les pistes envisageables, Olivier Taoumi, il se dit aussi que le président de la République pourrait démissionner pour se représenter. Est-ce que ça, c'est valable? C'est une hypothèse qui se tient? Juridiquement, oui. Parce qu'il n'aura pas fait 2 mandats de 5 ans consécutifs. Les articles 5 et 6 de la Constitution qui régissent les conditions d'élection du président de la République disent qu'il faut que le président de la République ait fait 2 mandats de 5 ans consécutifs. Donc vous voulez dire, parce que c'est important ce que vous dites, c'est important ce que vous dites ce matin, je reprends, et donc que nos auditeurs comprennent bien, ça veut dire qu'Emmanuel Macron, là, dans 2-3 mois, il décide de démissionner, il peut se représenter. La loi qui dit que 2 mandats d'affilée, c'est 10 ans. Elle se base sur le nombre des années, mais pas comment dire, la durée du mandat. La durée du mandat, c'est le quinquennat, c'est 5 ans. Dès lors qu'on n'a pas fait 2 mandats de 5 ans consécutifs, on peut se représenter. Ça, juridiquement, c'est possible. Politiquement, je ne vois aucun intérêt. Pourquoi ? Parce qu'il faut connaître l'article 12.4 de la Constitution qui dit que le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale pendant 12 mois suite à une élection elle-même consécutive à une dissolution. En clair, s'il démissionne dans 6 mois, il se retrouve avec une Assemblée nationale. Par contre, au bout des 12 mois donc, de cette période où il ne pourra pas dissoudre, il peut très bien démissionner et se représenter. Là, c'est une autre histoire. Mais pendant 12 mois, quel que soit le président de la République qui reste à l'Élysée, que ce soit M. Macron qui reste ou si on a une nouvelle élection avec un autre candidat qui peut être élu, parce que ce n'est pas parce qu'il va démissionner qu'il sera réélu. On est loin de là maintenant. Quel que soit le président qui sera réélu, il sera obligé de cohabiter, je le dis bien, avec le gouvernement qui sera issu de cette majorité pendant 12 mois, c'est-à-dire jusqu'au 7 juillet 2025. Ah oui, d'accord. Donc là, finalement, dans tous les scénarios, on est dans une complication un peu particulière. On est dans une bérésina institutionnelle et constitutionnelle. C'est pour cela qu'il faut envoyer à l'Assemblée nationale des gens qui maîtrisent cela, qui savent où on va, qui savent où il faut taper, qui savent comment protéger les intérêts de la Guyane, qui savent comment les textes, et parce que malgré tout, l'administration va continuer à fonctionner, l'État va continuer à fonctionner, la Guyane va avoir besoin de ses financements, de la loi Lodéum qui doit être maintenu, de baisser l'octroi de mer, etc., etc. Donc il faut quelqu'un qui maîtrise les rouages institutionnels, qui connaisse bien la Constitution et qui dit « je peux agir sur ce levier-là » parce que juridiquement, c'est possible. Alors, vous parlez là de sujets qui rentrent dans le fonctionnement normal d'une nation, mais on a des sujets spécifiques. L'évolution statutaire, par exemple, en Guyane. Est-ce que vous pensez que ce dossier-là pourra avancer parce que ça, en clair, ça ne fait pas partie des priorités des 2 blocs là, qui se dessinent. Alors, j'ai deux réponses à faire. D'une manière générale, ce dossier est tellement un dossier lourd que, quel que soit, même si ça fonctionne très bien, même si un nouveau gouvernement arrive, c'est pas un dossier qui va être abordé. C'est pas l'urgence. Aujourd'hui, l'urgence, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la retraite, qu'est-ce qu'on fait avec le pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on fait avec Donc, il risque d'être mis au calendrier grec. Qu'est-ce qu'on fait avec le dégel du corps électoral en Kanaki, comment on fait pour la loi sur la fin de vie, qu'est-ce qu'on fait pour etc. Aujourd'hui, c'est pas l'urgence, d'une manière générale. Deuxièmement, ça va pas faire plaisir à certains, ce que vous dites là. C'est pas l'urgence. Je veux dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Deuxièmement, il faut absolument préparer. Moi, je suis pour l'évolution institutionnelle, mais une évolution institutionnelle sérieuse, travaillée, réfléchie. Il faut d'abord qu'on trouve les financements.
Qui va financer les futurs districts, les futurs sénateurs qu'on veut installer, les ministres? Mais Olivier Tormi, les élus ont travaillé sur ça pendant 2 ans. Enfin, vous le savez bien, vous étiez à la CTG. Les élus guyanais ont travaillé. Il y a un dossier qui est prêt. Il y a des propositions concrètes. Oui, mais il a été jugé comme inachevé et c'est mon avis aussi. D'ailleurs, moi, j'ai très vite abandonné les copiles parce que ça n'avait aucun intérêt. D'ailleurs, le copil lui-même est très partagé. Moi, très très vite, j'ai dû assister à 2 copiles et j'ai bien compris qu'ils allaient dans le mur et que le dossier n'est pas achevé. Donc, alors par contre, moi j'ai des propositions à faire aujourd'hui. Non, mais vous savez que c'est important ce que vous dites là ce matin. C'est très important. C'est presque grave. Vous êtes en train de dire qu'on a travaillé pendant 2 ans pour rien. Je suis en train de dire que le dossier n'est pas achevé. Et il faut trouver les raisons aussi. Cherchez bien les raisons. Vous allez voir. Vous devez les connaître, vous étiez à l'intérieur. Il faut voir les personnes qui ont été chargées de faire ça, qui ont plus des liens de parenté avec des élus que des gens qui ont des compétences. Et on va dire les choses comme ça, clairement. Donc voilà. Bon, on va vous faire revenir parce que vous avez des choses à dire. J'ai des choses à dire, bien sûr. Par contre, tout de suite, l'article 73 de la Constitution me permet immédiatement de faire des adaptations législatives. Tout de suite, je peux demander à l'Assemblée nationale d'autoriser la CTG à faire des adaptations législatives sur les normes, sur la pêche, sur la chasse surtout. La chasse, on peut tout de suite écarter le permis de chasse pour permettre aux Amérindiens de continuer à se nourrir des fruits de la forêt comme ils l'ont toujours fait, alors qu'ils ne peuvent pas passer le permis de chasse pour des raisons que vous savez qui sont de là. On peut tout de suite, là, maintenant, juste avec des amendements, non, des adaptations. Non, en fait, le gouvernement dit à la CTG, pendant 5 ans, vous pouvez légiférer par délibération territoriale sur tel ou tel sujet. Il y a des sujets majeurs sur lesquels la CTG peut tout de suite légiférer: l'octroi de mer, la pêche, la chasse, la protection de nos ressources, la sortie de la loi Hulot, etc., etc., etc. Ça, on peut l'obtenir sans aujourd'hui modifier. Non, mais vous êtes sûr de ce que... Et pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi c'est pas demandé? Mais Macron vous l'a dit. Quand il est venu ici, M. Macron, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, d'accord, vous me demandez l'évolution... Mais dans l'article 73, vous avez déjà la possibilité. Il a raison. Pour une fois, je dis qu'il a raison, cet homme. Vous voyez? Il a raison. On peut le faire. Et je l'ai proposé au président de la CTG. Je lui ai dit, mais faisons ça d'abord. Il n'y a pas eu de réponse, vraiment. Donc, vous voulez nous dire, pour terminer sur cette question d'évolution statutaire, que vous arrivez demain à l'Assemblée nationale, vous proposer justement ces dispositions qui permettraient, sur tous les dossiers-là, les thématiques, les domaines que vous venez d'exposer, d'avoir une spécificité en matière de pouvoir? Sur la pêche, etc. Dès lors que ce n'est pas du régalien, c'est-à-dire la défense, la justice, la sécurité, l'immigration et la monnaie, les relations extérieures, 5-6 domaines régaliens, tout le reste peut être attribué à la CTG sur sa propre demande. Dès le lendemain de votre élection? Ah non, c'est pas ça que j'ai dit. D'abord, il faut qu'il y ait une délibération de la CTG qui dit « je veux ça ». D'accord. Et moi, je la pousserai, je l'appuierai. Je l'appuierai. Moi, j'ai pas de problème avec qui est président de la CTG, etc. Moi, je travaille pour la Guyane. Si le président de la CTG veut pousser dans un sens, même si on a été amis, on n'est plus, peu importe, notre relation personnelle. Moi, ça, je dépassionne, je dépersonnalise les problèmes. Je travaillerai avec M. Serville, la main dans la main, pour faire avancer les dossiers sur le fondement de l'article 73 pour d'abord déjà évoluer. Pourquoi? Parce qu'il nous faut des recettes. Il nous faut des recettes. Aujourd'hui, l'évolution institutionnelle n'est pas chiffrée. Et quand la CCI a interrogé le groupe, là, le COPIL, on lui a dit c'est pas chiffré, mais peut-être 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros? Mais qui va financer ça en Guyane? Quelle est l'entreprise? Le produit de notre impôt sur les sociétés annuel est de l'ordre de 80 millions d'euros. Combien il faut d'années d'impôt sur les sociétés pour financer ce délire? Donc, je le dis bien, donc il faut d'abord qu'on ait des ressources. Comment on peut avoir des ressources? Il faut d'abord sortir de la loi Hulot, aller exploiter notre pétrole. Il faut ensuite récupérer l'usage de notre forêt par l'usufruit en vendant les contrats de compensation carbone. Il faut donc qu'on rentre des recettes. Et une fois qu'on a les recettes et qu'on a structuré, et pendant 5 ans, on peut travailler de manière... D'ailleurs, le fait de travailler pendant 5 ans sur quelques domaines par une évolution normative, ça va nous permettre de former les cadres, de voir ce qui ne va pas, de voir comment les plâtres, d'essuyer les plâtres précisément, de voir ce qui va tenir. En fait, vous êtes en train de nous dire que le dossier de l'évolution statutaire, il peut être pensé différemment. Totalement. Il peut être géré urgemment dans certains domaines. Absolument. En fait. L'évolution statutaire est sans doute une évolution absolument nécessaire pour la Guyane, compte tenu de l'éloignement, compte tenu du positionnement géographique de la Guyane. Mais en l'état, ce dossier n'a pas été bien fait et il n'est pas achevé. D'ailleurs, le gouvernement leur a dit.
parce que les gens qui ont été mis pour faire ça n'avaient pas le niveau pour le faire. Alors, certains apprécieront ce matin. Je le dis très clairement. Vous allez vous faire encore des amis ce matin. Regardez Olivier. le CV de celui qui apparemment est le porteur de ça. Vous allez vous faire encore des amis ce matin, matin, Olivier des amis. Taoumi. Moi, je dis la vérité. On ne peut pas choisir des gens simplement parce qu'ils ont un lien de parenté. C'est pas possible. Il nous reste 6 minutes d'émission. J'ai encore 2 ou 3 questions intéressantes à vous poser. Sur la question du désenclavement aussi, parce que ça, c'est une thématique qui est importante et qui risque de se poser dans les prochains jours, là, parce qu'on n'en parle pas non plus, mais il y a une DSP d'urgence, une délégation de service public d'urgence qui avait été votée ou adoptée, et là, visiblement, la suite, on ne sait pas où on va. Bref, est-ce que là aussi, vous avez des solutions rapides, finalement, qui permettraient à toute une population, finalement, de Guyane, de se retrouver dans une vraie vie, j'ai envie de dire. Alors, vous savez que c'est moi qui ai fait le recours pour le collectif Apache, le recours gracieux pour saisir le ministre, pour saisir le préfet, pour leur dire « donnez-nous les moyens ». Donc, je connais ce sujet, je sais pourquoi juridiquement, aujourd'hui, l'État français est en manquement vis-à-vis de la Guyane. J'ai soulevé la Constitution, la loi sur la continuité territoriale, etc., etc. Nous, avec Monique Gouarde, nous avons déjà commencé à discuter chacun dans nos états-majors sur la route. Là, la piste, c'est pas une solution. On ne peut pas laisser 40 000 personnes de nos compatriotes derrière une piste cachée derrière une forêt. Ça, ce n'est pas possible. Donc, nous avons déjà commencé à discuter à une route, demander un budget, un vrai budget sérieux de plus de 100 millions d'euros pour faire cette route. Et la réaction n'est pas négative, loin de là. Donc, nous n'avons pas attendu d'aller gesticuler devant l'Assemblée nationale pour voir si on va avoir... nous allons le faire, si nous sommes élus, Monique Gouarde et moi-même, nous allons faire cette route asphaltée. Très rapidement, puisqu'on peut peut-être même inscrire les crédits. Mais où est-ce que vous allez trouver les fonds, Olivier Taoumi? Parce que c'est bien quand en campagne on dit on va faire, mais une fois élu, où est-ce que vous allez trouver l'argent pour faire ça? Quand il y a eu Covid, l'État français a trouvé 700 milliards. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, 700 milliards. D'accord. On ne peut pas trouver 100 millions d'euros pour que la Guyane soit désenclavée, le seul territoire français européen d'Amérique latine, le seul port spatial de l'Europe. Oui, mais ça, on le sait, Olivier Taoumi. Mais est-ce que seul à l'Assemblée nationale, face à 576 autres députés, vous pourrez défendre ce dossier? Mais je ne serai pas seul. Je serai dans un groupe majoritaire de plus de 300 personnes. C'est pour cela que j'ai dit aux citoyens, choisissez. Vous avez un choix historique à faire le 29 juin. Est-ce que vous demandez, est-ce que vous donnez les clés de la maison à M. Mélenchon et à ses associés qui le rejettent déjà et qui... Regardez la NUPES en 2022, ça a tenu 2 mois. Deux mois. Ouais. Donc, où est-ce que vous nous donnez les clés? Et nous, on aura un groupe homogène dans lequel il n'y a aucune dissension. Nous savons où nous voulons aller et nous savons déjà quels sont les gens qui pourraient prendre un certain nombre de responsabilités. Et Monique Gouarde et moi-même, nous avons déjà commencé à discuter avec eux. Donc, ce n'est pas Olivier Taoumi tout seul. C'est 300 députés qui vont voter dans le même sens que nous. Donc, selon les indiscrétions que vous nous apportez ce matin, le gouvernement se dessine déjà, en fait. Au niveau des instances et des autorités du LR et du RN, on sait déjà qui sera ministre. Nous avons parlé avec les états-majors. J'en dirai pas plus, mais nous sommes déjà en action. D'accord. Nous n'avons pas attendu le 7 au soir, etc. Parce que de toute façon, quel que soit le score nous allons continuer à travailler sur le désenclavement. Même si nous sommes dans l'opposition, nous travaillerons sur le désenclavement. Moi, je l'ai dit, et moi, on ne peut pas me prendre en défaut. Je suis allé faire le recours moi-même, gratuitement, demander à Apache, gratuitement. Et j'ai travaillé dessus, c'est un recours compliqué. J'ai passé du temps dessus. Ça veut dire que j'ai laissé de côté mes clients et mes dossiers qui me font vivre. Voilà. Donc on ne peut pas venir me taxer de quoi que ce soit. Je dis, on ne peut pas laisser 40 000 personnes derrière la forêt à les desservir quand l'avion n'a pas de problème de CTA non disponible, panne, grève, etc., etc., avec des femmes enceintes, des enfants qui ont besoin de manger, qui ont besoin de l'eau, de boire, etc., etc. C'est inadmissible en 2024. Et moi, j'avais dit à M. Philippe Descomps, que je connais très bien, j'ai dit, M. Descomps, arrêtez la politique. On fait du juridique et
allez carrément à Bruxelles. Discutez même pas avec Paris. Vous allez à Bruxelles avec 50-60 personnes, vous faites un sit-in dans le hall de la Commission européenne et vous ne sortez pas de là tant que Mme van der Leyen ne vous a pas reçu pour qu'elle sache où est Marie Passoula. Peut-être parce qu'elle ne sait même pas où est Marie Passoula. On l'entend, Olivier Taoumi, on va conclure dessus. Vous avez l'air déterminé, acharné à défendre les dossiers de la Guyane. Dans quel intérêt? Pourquoi cet attachement à la Guyane? Mais je suis là depuis 2024. Moi, je vis en Guyane. J'habite en Guyane. 2004, pardon, excusez-moi. 2024, c'est aujourd'hui. Je suis là depuis 2004. Moi, je suis arrivé en Guyane la première fois. Mon fils avait 4 ans. On est arrivé le 24 août 2004. Si vous regardez les jugements du tribunal administratif de la Guyane, depuis le 1er septembre 2004, j'étais le rapporteur public de ce tribunal. Je vis en Guyane depuis 20 ans. Je suis attaché à la Guyane. J'aime la Guyane. J'ai ma famille en Guyane. Je paye mes impôts en Guyane. Je suis inscrit sur les secteurs en Guyane. Donc c'est un attachement du cœur, quoi. C'est pas des raisons financières ou autres, quoi, comme disent. C'est mon pays. Je vis ici et je retournerai pas en métropole. Allez, 30 secondes. Vous vous adressez aux auditeurs qui vous écoutent. Si certains sont encore sceptiques ou dans le doute, qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Je leur dis, le 29 juin et le 6 juillet, vous allez avoir un choix. Ce choix-là, il ne faut pas qu'il soit un choix d'affect ou d'émotion. Bah tiens, oui, j'ai grandi avec lui, je vais voter pour lui. Non. Là, on a véritablement un choix historique à faire et un choix courageux à faire. Voulez-vous donner les clés de la maison à M. Mélenchon et ses amis, les Verts qui vont mettre la Guyane sous cloche, c'est-à-dire on pourra rien toucher. Le parti anticapitaliste, vous imaginez un parti anticapitaliste qui va rentrer dans un gouvernement d'un pays libéral, 5e économie du monde. Non, là il faut que je me réveille, quoi. Ou donner le pouvoir à des gens qui ont déjà l'expérience politique. Le parti LR a dans ses rangs beaucoup de gens qui ont été déjà ministres, qui administrent de grandes villes, qui sont des grands maires, etc. Et le parti, le RN, qui a une légitimité extraordinaire qui est portée par les citoyens. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'on va dissoudre ou qu'on va faire l'article 16. Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on jette à la figure de 30 ou 25 millions de Français que leur vote n'est pas légitime. Au nom de quoi M. Macron va juger que 25 millions de Français qui auront voté pour cette majorité, leur vote est illégitime. Soit ils sont français, soit on ne les fait pas voter, mais si on les fait voter parce qu'ils sont français, leur vote est légitime et on doit en tenir compte. Olivier Taoumi, merci beaucoup. On aura l'occasion de vous entendre à nouveau sur Mo News Radio. Bonne journée.